Ce que vous allez apprendre ce soir et ce que je vais vous donner, c'est 5 ans de carrière qui ont été condensés. C'est plus de 70 000 euros d'investissement que j'ai pu mettre sur moi. Je ne suis pas devenu qui je suis, en toute humilité, en 1 minute, en 5 minutes ou avec zéro d'investissement. Je vais tout condenser ce soir. Si vous êtes sur le point de lancer votre carrière, votre business, ou que vous êtes déjà dedans, ça va dans tous les cas pouvoir vous aider. Je le répète toujours à mes équipes. Maîtriser la vente, c'est maîtriser sa vie. Si tu cherches un job demain, il va falloir savoir te vendre. Si tu veux être une opportunité pour quelqu'un demain, il va falloir savoir te vendre. Si tu veux que ton couple se passe mieux, il va falloir te vendre pour mieux communiquer. Si tu veux que dans tes relations, dans ta vie entière, ça se passe mieux, tu vas devoir mieux communiquer et mieux vendre la vision. Si tu veux demain que ton projet prenne de l'ampleur, tu vas devoir encore mieux vendre ta vision. Si tu veux encore plus de gens qui te suivent dans ta vision, tu vas devoir savoir vendre. C'est le cœur, quoi que tu fasses dans ta vie, que tu dois mettre en priorité. Quoi que tu fasses. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, tu as des ambitions plus grandes que la masse des gens. Et tu es au bon endroit ici. Donc pendant cette heure et demie, tu auras l'énergie, tu auras l'environnement et tu auras toutes les connaissances nécessaires pour qu'en ressortant de cet appel, et j'en suis convaincu, dans moins d'un mois, je recevrai des messages de tout le monde ici pour me dire « Simon, j'ai avancé » dans n'importe quel domaine. Mais pour ça, commencez à bien prendre une feuille, un crayon et noter tout ce qui va être divulgué. C'est un honneur pour moi de commencer cet atelier avec vous. Je vais commencer à partager mon écran et puis à la fin de cet appel, je vous offrirai un cadeau, plus une foire à questions, FAQ, comme on l'appelle dans le jargon. Let's do it! Baissez un peu votre micro, guys, parce que je vous assure quelque chose. Hein. J'ai une énergie débordante. Il est 23h30 chez moi. Je vous appelle depuis les Émirats. Ok? C'est là où je vis maintenant depuis 1 an et demi. Et que j'ai pu commencer le business il y a 4 ans. Donc, je vous assure, j'ai de l'énergie à en revendre. Ok? Donc, si vous comptez, vous allez aller vous coucher juste après, c'est fichu. Hein. C'est mort. Vous allez vouloir taffer sur votre bise ou lancer votre truc. Donc, je vous garantis, si votre seule obsession de vous être connecté ce soir, c'est d'être dans votre lit tranquille, vous avez choisi le mauvais endroit. Hein. Je vous le garantis. OK? Donc, Empire Closer. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est les objections sont un mythe. La plupart des gens le savent, je pense, mais pour traduire, les objections, c'est, on peut appeler ça de différentes façons, les bullshit, les croyances limitantes, les excuses, les peurs, les craintes que vont utiliser vos acheteurs potentiels, les gens que vous allez rencontrer, pour éviter de prendre une décision très inconfortable pour eux. Et je dis que c'est un mythe, parce que je vous le dis, après plus de 7000 appels pris, 900 000 euros en 2 ans de créer dans une boîte, ça n'existe pas. Ce n'est que des écrans de fumée. Et on va le voir ensemble. Qu'importe ce que ta tête te dit aujourd'hui, ouais, mais il doit en exister. Tu vas voir. Simon va faire son taf et tu vas voir qu'à la fin de cet appel, tu auras une toute autre perception de ça. On commence. Qui suis-je? Donc, on va faire un petit feedback parce qu'il ne faut pas que vous appreniez de n'importe qui quand même. Donc, on va voir ensemble si vous êtes au bon endroit avec la bonne personne. Donc, aujourd'hui, j'ai 25 ans. J'habite à Dubaï. Dieu merci. Depuis 6 mois, j'ai ma maison ici. J'ai loué une villa pendant 1 an jusqu'à septembre prochain. Et pour vous faire ma confidence, c'est la villa que j'ai toujours rêvé d'avoir. C'est une des maisons que j'ai toujours rêvé d'avoir et que je ne pouvais pas espérer lorsque j'étais à l'usine et que j'avais encore 17 à 18 ans et que je sortais de l'école. Je trouvais ça tellement loin. Mais aujourd'hui, c'est fait. Je suis dans un environnement où je côtoie des gens que tout le monde suit ici sur ce Zoom. Alec Henry, Oussama Hamar,
Robin Jensen, Thibaut Pitolin, et tous ces grands noms qu'on voit aujourd'hui sur tout le marché français. J'ai la chance de manger avec eux. J'ai la chance de m'entraîner avec eux. Je les côtoie au jour le jour. Jamais j'aurais cru ça pour moi. Par contre, une chose était sûre. Une chose était sûre. C'est que j'allais réaliser de grandes choses. Mais en arriver là aussitôt, je savais que ça aurait demandé du travail. Mais je l'ai fait. Et c'est possible. Et pour vous, ce soir, je veux que ce le soit aussi. Donc, je vais vous expliquer mon parcours, comment ça s'est passé, et on va apprendre ensemble. Donc, je viens d'une petite campagne, pour ceux qui connaissent la Sarthe, à côté du Mans, entre Angers et Le Mans. J'ai fait un bac pro commerce. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est ressemblant à la vente, hein, qu'on soit d'accord. Bac pro commerce, on est éduqué par des gens qui n'ont jamais fait de commerce, qui n'ont jamais gagné de l'argent avec un deal. Donc, rien à voir. J'ai dû tout réapprendre. Mais c'était la voie la plus simple pour moi et c'était surtout là où mes meilleurs amis avaient été, donc j'ai suivi, comme un simple gars qui ne savait pas où il allait. Et pourtant, je n'ai jamais apprécié l'école. Donc, je suis une personne, comme je vous l'ai dit, qui ne se laisse pas le choix et qui a toujours cherché à devenir meilleur. Et il y a une question qui hante mon esprit chaque matin quand je me lève et qui continuera à hanter mon esprit tant que je suis ici-bas dans ce monde. C'est Simon, quel est ton fucking potentiel? Si réellement tu donnais 100% de ton énergie, 100% de ton temps, 100% de ton engagement dans chaque action que tu fais, à quoi ressemblerait ta vie dans 5 ans? Et au lieu de simplement en rêver et de me poser cette question en restant dans mon lit, ma vie se résume à ça chaque jour. Simon, quel est ton fucking potentiel? Et chaque jour, je vais l'arracher. C'est qui je suis. Mon parcours. À 14 ans, j'étais déjà sur les chantiers avec mon père. Mon papa a une entreprise dans la serrurerie-métallerie à Paris. Je travaillais avec lui sur les chantiers très tôt parce que, vu que je n'aimais pas l'école, il essayait de me faire goûter à la valeur du travail. C'était pas le bon processus, mais qu'importe. C'était, selon lui, la meilleure des choses à me faire vivre et il a eu raison de me faire vivre ça. Ça m'a montré ce que je voulais pas. J'ai commencé l'usine après mon bac à l'âge de mes 18 ans. J'ai travaillé à plusieurs endroits. Ceux qui connaissent Leclerc Drive, j'ai travaillé à Carrefour, j'ai travaillé aussi à Europack. C'était une usine de carton, là où simplement on travaillait à la chaîne. D'accord? Donc, j'étais pas du tout dans la vente. Je me suis aussi essayé à l'armée. J'étais dans le 13e régiment, je ne sais plus où exactement, c'était vers Paris. Et j'ai quitté pendant mes classes. Je suis resté 1 mois et demi à l'armée et ça ne me plaisait pas du tout. Recevoir des ordres, de vivre en communauté, de se doucher au même endroit que les autres, d'avoir un pieu d'une place et de se faire réveiller à 5 heures. C'était pas du tout mon truc. Mais je me cherchais. Et peut-être comme beaucoup de gens aujourd'hui, ben, pour se trouver, faut essayer. Pour se trouver, faut tenter, faut risquer, faut y mettre du temps, de l'énergie. Et j'ai fait tout ce que je pouvais. Et du coup, pendant tout ce processus, ça a duré pendant 3 ans, de mes 18 à mes 21 ans, avant que tout explose pour moi, à partir d'une décision. Donc, je me suis intéressé au business, car je devais me prouver que j'étais capable, et surtout que je n'étais pas ce que les autres pensaient de moi. J'ai été humilié, j'ai été rabaissé, j'ai été le larbin de service pour la plupart des gens que je côtoyais avant. Dans mon environnement, j'étais toujours la personne dont on se foutait. Je vous promets, ça n'a pas été facile. Mais comme tout le monde, on a tous un vécu. Et je vous le dis, la plupart des gens qui réussissent aujourd'hui et qui ont un impact sur ce monde, à un moment donné, ils ont commencé ça pour combler un manque, coûte que coûte. Donc, si tu vis un moment de galère aujourd'hui, si c'est dur pour toi, c'est génial. C'est génial parce que si tu prends la bonne décision face à ça et que tu prends cette force et que tu la mets au bon endroit pour un vrai projet dans lequel tu vas t'impliquer et qui va te passionner, tu es voué et tu es condamné à réussir. Réussir ta vie, être heureux, avoir la paix d'esprit, avoir la foi, avoir l'argent et la sécurité financière, avoir l'impact autour de tes proches, l'impact sur ce monde, réaliser tes projets, tes plus grands rêves, avoir la vie dont tu as envie.
C'est ça le succès. Donc voilà comment ça a commencé. À l'âge de 22 ans, j'ai été chercher, durant du coup ma première année et demie, plus de 900 000 euros avec le closing, avec une société qui s'appelle encore aujourd'hui The Investor, qui était dans le make money, dans la crypto-monnaie et euh, le trading. Donc, je closais pour ces gens-là. Et pendant toute cette expérience, j'ai pu rencontrer des chefs d'entreprise. J'ai pu me déplacer et aller manger à Paris dans des plus grands restaurants et closer des deals avec des mecs qui avaient 40, 45, 50 piges, jusqu'à aller closer des deals à plus de 97 000 euros pour mon plus gros deal de ma carrière. Je vous garantis, c'était une sensation de dingue. Et c'est ce qui m'a permis d'aller décrocher ma liberté. Et depuis ces 3 dernières années, j'ai suivi plus de 325 élèves, pour certains qui sont là. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance, de pouvoir vous être fait confiance et surtout de pouvoir tout donner encore aujourd'hui. Et ça leur a permis de générer entre 3 000 et 15 000 euros pour les plus engagés et les plus tenaces. Parce que ça n'arrive pas comme ça. Être prêt est une décision, ça prend l'ombre d'une seconde. Mais rester prêt en est une autre. Et c'est encore un autre travail. Aller chercher 3 000, 5 000, 6 000, 7 000 avec le closing. Tout le monde peut le faire ici. Mais tout le monde ne continuera pas à le faire toute sa vie, tous les mois, tous les jours, tous les ans. Parce que ça demande des skills en plus, un engagement supplémentaire. Et donc, on rentre dans le vif du sujet. Maintenant que vous savez qui je suis, ce que j'ai fait et comment je suis légitime à vos yeux aujourd'hui de pouvoir partager toute la valeur que je vais vous donner. Donc, on va voir plusieurs points, 9 points. 1, le prospect, donc l'acheteur potentiel, vous donne des excuses pour se protéger. C'est normal. 2, seulement 2 objections réelles existent et on va les voir ensemble. 3, comment on peut les catégoriser. 4, pourquoi vouloir les prévenir si on peut apprendre à les contrer. 5, prévenir les objections et savoir les contrer. 6, accueillir les peurs, doutes de ton prospect. 7, le bon état d'esprit à adopter face à ça. 8, les typologies de closers qui existent sur le marché et celles que tu dois absolument adopter. Et 9, l'objection de je veux réfléchir. Donc, on va avancer sur le sujet 1 ensemble. Le prospect vous ment pour se protéger. Il faut déjà savoir une chose, c'est qu'on a tous été à la place de ce prospect. Et très certainement, on continuera à l'être pendant tout le reste de notre vie. Quand tu achètes une voiture, tu es le prospect. Quand tu achètes une maison, tu es le prospect. Quand tu achètes un nouveau programme, tu es le prospect. Et je vais te dire quelque chose. Les meilleurs closers sont ceux qui se font closer le plus facilement. Je suis un très bon acheteur quand j'achète les choses. C'est ce qui fait que les gens achètent facilement auprès de moi. Parce que dans ma logique, le passage à l'action, il est nécessaire et facile quand moi je le fais. Donc, dans ma réalité des choses, pour tout le monde, ça peut l'être. Parce que si moi, j'en arrive à avoir cette réalité, tout le monde peut arriver à l'avoir. Mais ça demande des chemins par lesquels passer au niveau de ton état d'esprit. Ça demande de comprendre comment on arrive à pouvoir acheter facilement auprès des gens quand on achète facilement. Pourquoi, si on prend un achat depuis que tu es en vie, si tu as la vingtaine, trentaine, quarantaine, qu'importe, il y a sûrement au moins un achat dans ta vie que tu as fait facilement, sans l'ombre d'aucun doute. Et émotionnellement, bam, tu as acheté. Le prochain achat que tu feras sous l'émotion comme ça, avant d'acheter, prends conscience de ce qui est en train de se passer. C'est la meilleure façon de comprendre comment les gens peuvent acheter au mieux auprès de toi. Pourquoi là j'ai envie d'acheter? Pourquoi je suis aussi stimulé par cet achat? Pourquoi ça me prend autant aux tripes et que je n'ai pas de mal à acheter? Quand tu comprendras comment toi tu fonctionnes quand tu achètes facilement, tu sauras comment faire pour faire fonctionner ton prospect de la même façon. Donc le prospect vous ment pour te protéger. Je vous explique. Il faut toujours être dans la capacité, il faut toujours être dans la capacité de se mettre dans les baskets de son prospect. On a tous des réalités différentes. Parfois, il va faire moche dehors, c'est-à-dire il y a la pluie. Des gens vont être heureux de voir la pluie, des gens malheureux.
Parfois, on a une séance de sport à faire parce que le sport, c'est la vie. Mais il y en a qui vont être heureux d'y aller et certains qui vont être malheureux d'y aller. Pourtant, c'est la même action, c'est le même événement, mais l'envie est tout autre. Prenons la finale de la Coupe du Monde, France-Argentine. Dans les gradins, il y avait des milliers, peut-être des dizaines de milliers, je ne sais, qu'importe, de spectateurs. Quand il y a eu 1-0 pour l'Argentine, puis 2-0 pour l'Argentine, il y avait un côté du stade qui était en feu et excité, et l'autre côté qui était complètement blasé par le score, les Français. Comment ça se fait qu'en regardant la même situation au même instant, un même public face au même événement réagit de manière différente? C'est le même public qui regarde exactement la même chose, mais les réactions sont complètement différentes. Eh bien, c'est exactement pareil pour vos prospects. Pourquoi dans ce match France-Argentine, si tu es un Français, comment tu pourrais garder espoir pour le score? Malgré que ce que tu es en train de regarder fait qu'il y a 2-0. Bien, c'est ça que vous devez comprendre. Et pour comprendre mieux ça, il faut te mettre dans les baskets de ton prospect, comprendre sa réalité des choses, comprendre comment il pense, comprendre comment se traduit son quotidien au jour le jour, savoir ce qu'il se passe dans son esprit pour le comprendre. Pourquoi à ce moment-là il a peur? Pourquoi à ce moment-là il est frileux? Pourquoi à ce moment-là il se trouve une excuse? Pourquoi à ce moment-là il fait telle et telle action? Pourquoi à ce moment-là il dit telle ou telle chose? Et la première des choses que se dit un prospect, et ça tout le monde l'oublie, c'est est-ce que je peux lui faire confiance? Tous autant que vous êtes, on est plus de 30 sur ce Zoom. Certains me connaissent très peu. Et avant même de se connecter ce soir, forcément, des gens se sont dit, est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à ce mec? Et pour ceux avec qui on a échangé la première fois, on a tous eu la même question. Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance? 100% des gens ont cette question lorsqu'ils rentrent dans un appel. Et tant qu'ils n'ont pas la grande réponse qui est oui, je peux, ils ne le feront pas. Pourquoi tu vas confier un secret à une personne plutôt qu'un autre? La confiance que tu as en lui. Pourquoi tu vas te marier avec une femme ou un homme plus qu'un autre ou une autre? La confiance que tu as en lui ou en elle. Toutes les plus grandes relations de ce monde sont basées sur la confiance. Donc la première chose à faire pour se mettre dans les bottes du prospect, c'est de comprendre qu'il pense comme ça et qu'il est totalement légitime de penser comme ça et donc de l'accepter. Right? Il y a ce que le prospect vous dit et il y a ce qu'il ne vous dit pas. C'est-à-dire qu'il va vous dire ouais, ça va, je suis concentré sur l'appel et c'est bon, on peut commencer, je me sens bien. Mais au fond de lui, c'est faux. Donc il y a toujours deux phases. Il y a ce qu'il vous dit et ce qu'il ne vous dit pas. Et le plus important sur un appel, et c'est le premier gros tips que je vais vous donner sur le prochain appel que vous allez prendre dans votre business, c'est ne vous concentrez pas sur ce que vous dit la personne. Allez chercher ce qu'elle vous ne dit, ce qu'elle ne vous dit pas, parce que c'est ici qu'il va falloir aller creuser. Exemple. Et quand tu me dis que dans ton quotidien, avec ton fils Gabriel, ça se passe pas bien, ça veut dire quoi? Non, ben, ça va quand même parce que je peux l'emmener à l'école le matin, puis je peux l'emmener à son loisir le week-end, donc ça va, c'est juste que j'aimerais mieux. Ça, c'est son premier dire. C'est ce qu'il vous dit en premier lieu. Bullshit. Non pas parce qu'il veut vous mentir, mais parce que déjà depuis trop longtemps, il se ment à lui-même. Donc il n'a aucun mal à le faire avec vous. C'est très puissant tout ce que je vais vous dire. C'est hyper anodin, c'est gratuit, donc ça va rentrer, ça va ressortir, j'en suis certain. Mais ne passez pas à côté d'informations qui m'ont fait gagner ma liberté et qui pourraient vous faire gagner la vôtre. Je répète ce que je dis parce que c'est très puissant. Quand le prospect vous dit ça, ce n'est pas qu'il a envie de vous mentir, c'est que lui-même, il se ment depuis très longtemps et donc il n'aura pas de mal à mentir à un inconnu qui est vous. Partez du principe que
les gens se mentent à eux-mêmes depuis très longtemps. Donc, avant de choper la vérité et la vraie perception des choses, il va falloir le travailler au corps. Et retiens cette phrase. Tu dois vendre le potentiel des gens sans acheter leurs limites. Sa limite, c'est de se dire, mais ça va parce que mon fils, je l'emmène quand même à ses loisirs le week-end. Et puis, je peux l'emmener à l'école le matin, donc ça va quand même. Si tu t'arrêtes ici, tu achètes ses limites. Si tu veux lui vendre ton potentiel, comment ça se passe? C'est que, ok, et je suis ravi que tu puisses faire ça avec ton fils. Première étape, compréhension, et je comprends ce que tu veux me dire, et je comprends ta norme. Je ne l'accepte pas, ta normalité, mais je la comprends. Je comprends. Et c'est génial que tu puisses amener Gabriel au sport le week-end, que tu puisses voir ses matchs et que tu puisses l'emmener à l'école tous les matins. Mais quand tu me dis que ça va par rapport à quoi, Jean? Bah, ça va parce que bah, c'est déjà bien. Je vois des gens autour de moi, ils peuvent même pas emmener leur fils, etc. Permets-moi de te demander, Jean, quand tu me dis que ça va par rapport aux autres. Mais si on regarde ta situation rêvée, tes ambitions quand tu voulais devenir père, le rôle que tu voulais jouer quand tu allais être père et que tu ne l'étais pas encore, c'était ça que tu voulais? Non. Ok, et qu'est-ce que tu voulais alors? Ben, je voulais pouvoir manger avec eux tous les soirs. Je voulais pouvoir les emmener en voyage. Je voulais pouvoir leur faire vivre des expériences. Ok. Donc, je repose ma question, Jean. Ça va par rapport à quoi? Ben, en fait, ça va pas. C'était la deuxième vérité. Et la plupart des closers se craquent parce qu'ils s'arrêtent à la première. Et ils pensent que, oh ben ça va alors, il n'a pas de problème. T'es à côté de la plaque, frérot. Le problème, c'est que tu t'inquiètes juste pas pour ton prospect. Parce que tu t'inquiètes pourquoi? Ta vente à la fin. Donc, tu t'inquiètes même pas sur ce que va te dire le prospect. Je tiens tellement à tous mes prospects que j'ai au téléphone qu'ils ne me closeront jamais sur leurs limites. Je tiens tellement à chacun d'entre vous ici, on est 35. Et je vous le dis sincèrement, j'aurais pu faire autre chose pendant cette heure et demie. C'est gratuit. Je vous l'offre. Mais je tiens tellement à cette communauté que je me dis comment j'ai pu accumuler ça et le garder pour moi. En vrai, je l'ai accumulé pourquoi si c'est pour pas le partager? Ça sert à rien. Parce que s'il y en a ne serait-ce que 10%, 3,5 qui close grâce à ça après, j'ai pas impacté juste 3 personnes. J'ai impacté aussi tous les gens qui vont closer derrière. Vous voyez plus loin. Parce que c'est de cette façon que vous allez pouvoir ouvrir l'esprit des gens. Ce qu'il faut aller chercher, c'est ce qu'il ne vous dit pas en premier lieu. La véritable objection qui se trouvera derrière ce qu'il vous dit en premier lieu. C'est la première chose. Le prospect vous ment pour se protéger. Et il n'a pas du mal à vous mentir parce qu'il se ment déjà à lui-même depuis trop longtemps. Pour changer l'objection, pour changer les bullshit du prospect, il faut changer sa normalité. Deuxième chose, seulement deux objections existent. La peur et la logistique. On va les voir ensemble. 1, faut-il prévenir les objections si on sait les contrer? 2, au sein de ces deux catégories, nous allons diviser en 3 et de manière découpée. Il va y avoir le temps, le partenaire et l'argent. Je vous explique de manière très pragmatique. Dans la peur et la logistique, il y a 3 possibilités. C'est tout. Ces 3 possibilités sont, il a peur de ne pas avoir le temps de le faire. Il a peur parce que c'est pas lui le décisionnaire et il a peur par rapport à ses finances. Si c'est de la logistique, c'est soit de la logistique au niveau du temps, c'est soit de la logistique au niveau d'un partenaire à qui parler, ou c'est soit de la logistique à faire au niveau de l'argent. Quand je parle de logistique, c'est des petites broutilles à modifier. C'est-à-dire, logistique argent, c'est sur un compte commun, et du coup, il doit en parler à sa femme pour débloquer, et du coup, vous envoyez l'argent. Mais ce n'est pas une objection. Donc, chaque objection basée sur la logistique vient, comme son nom l'indique, d'un souci de logistique, qui doit être pris en compte et résolu avec de l'adaptabilité. Vous ne devez pas vous confronter ici
Parce que le problème de ça, c'est que si vous n'êtes pas assez fin analyste dans le fait de savoir si c'est un vrai bullshit ou c'est la vraie raison, et que du coup, vous combattez parce que vous pensez que c'est un bullshit alors que c'était une vraie raison, vous perdez le prospect. Si vous essayez de combattre que il doit pas en parler à sa femme, alors que c'est vraiment elle qui gère les comptes, vous allez perdre le deal. C'est pour ça que de comprendre son prospect, plutôt que de simplement l'entendre, va vous permettre de prendre les bons choix dans vos appels. Deuxièmement, chaque objection basée sur la peur d'un problème de croyance, chaque objection basée sur la peur vient d'un problème de croyance. Je crois que parce qu'il pleut, je ne peux pas être heureux. Switcher en même s'il pleut, je peux être heureux. Exemple, les brunes sont toutes des connes parce que dans mon expérience, je me suis toujours fait tromper par des brunes. Quand j'ai ah non, toutes les brunes ne sont pas des connes. C'est que les brunes que j'ai côtoyées qui étaient connes. On change la croyance. Et si du coup je crois que toutes les brunes ne sont pas des connes, je peux sortir avec une brune. Et c'est ça tout, l'art et la manière de la vente. Parce que je vous invite à savoir manipuler. On a une mauvaise perception de la manipulation. Mais sachez que si vous apprenez et vous savez manipuler, vous changez la vie de vos parents. Parce que si vous changez ces croyances, vous changez la façon dont ils sont heureux dans leur vie. Vos amis, pareil. Vos prospects, pareil. Donc, tant que tu crois que la manipulation n'est pas bonne, tu resteras pauvre. Et tu feras rester pauvre les gens autour de toi. Donc, apprends à le faire. Parce que moi, premièrement, avant de manipuler les autres, je me manipule moi-même. C'est ce qui fait que j'en suis là. Donc, comment je passe d'un fait à toutes les brunes sont des connes à toutes les brunes ne sont pas des connes? Écoute, quand tu me dis que toutes les brunes sont des connes, Gilbert, tu te bases sur quoi? Ah ben parce que je suis sorti avec Sylvie, Véronique et Vera, et elles étaient toutes brunes et à chaque fois ça s'est passé pareil. Oh, ok, je comprends totalement. Et tu as raison de penser comme ça par rapport à ton expérience. On ne va pas à l'encontre, je comprends. Mais laisse-moi juste te demander, as-tu des amis autour de toi qui sortent avec des brunes? Ah ben oui, oui, je pense à mon pote Jean. Ok. Ça se passe comment leur relation? Ah ben c'est top, ils vont se marier cette année et tout, hein. Mais comment ça se fait vu que c'est une brune? Pourquoi selon toi? Ben parce qu'il a chopé la bonne. Ok. Donc le problème c'est les brunes ou les femmes que tu as côtoyées? Ah ben c'est peut-être celles que j'ai côtoyées. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on voit les choses comme ça? Ben ça veut dire qu'en fait c'était mon expérience et que je dois m'ouvrir. Ah, switch de croyance. Et là du coup il y a d'autres actions qui sont amenées à être mises en place. Ok? Donc basé sur ça, comprenez que dans tous vos appels, les gens ne vont pas passer à l'action par peur, soit parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le temps, soit parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'en parler à un partenaire, soit parce qu'ils ont du mal avec l'argent, soit c'est parce que c'est vraiment logistique et ça, vous devez le régler avec le direct sur l'appel. OK? Il n'y a pas d'autre objection qui existe. C'est les trois seules. Juste ça. Pourquoi vouloir les prévenir si on sait les contrer? Les objections, du coup. Le danger de ne pas prévenir les objections est de se retrouver en fin d'appel avec plusieurs de celles-ci et de tenter de les contrer en ne sachant pas réellement laquelle empêche le passage à l'action. Parce que, à la fin, si votre travail est bien fait, la vente doit devenir une évidence. Pourquoi, quand vous achetez votre iPhone, c'est une évidence pour vous de passer votre carte? Il n'y a pas d'objection ici. Pourtant, c'est 1000 pounds. C'est un salaire français à 80%. Mais les gens n'ont pas de mal. Donc, comment vous, dans vos appels, si c'est possible de faire ça, vous pouvez le faire également. Donc, je vais vous le dire. Ce qu'il est beaucoup plus facile. Je suis au tennis. Je mets mon coup de raquette. Mon coup de raquette touche la balle. La balle commence à partir. Elle commence du coup à avoir la trajectoire grâce à mon coup que j'ai mis. Est-il plus facile dans ce cas-là de changer ma trajectoire avant que je tape la balle pour que la balle arrive à un certain endroit? Ou il est plus facile de changer la trajectoire une fois que la balle est partie?
avant de la taper. Bah, l'objection, c'est pareil. Il est beaucoup plus facile de changer une trajectoire lorsqu'avant de taper le coup, on réfléchit et on travaille le coup. Voilà pourquoi de savoir avertir les objections vous permettra, de gagner un temps fou sur les appels. Parce que les appels qui durent 1h30 et 2 heures, ras-le-bol. On est claqué au bout du 3e appel, c'est pas ça le closing. Deuxième chose, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir dans ce que vous faites parce que vous savez bien le faire. Et 3, vous changez réellement les gens. Et la plupart des closers n'arrivent pas à avertir les objections parce que au lieu de travailler sur l'identité de la personne, ils vont travailler sur soit le produit, soit affirmer qu'ils sont les meilleurs, soit affirmer que la personne doit acheter le produit, mais en aucun cas changer l'identité de la personne. Alors que, comme je viens de vous le dire avant, la seule chose qui va faire switcher une décision, c'est la perception de sa situation. Et comment on change la perception d'une situation? En changeant l'identité de la personne. Si je veux te faire agir différemment dans ta vie, je vais déjà devoir améliorer ton état d'esprit pour ensuite changer tes actions. Il y a 4 phases pour changer un résultat. Première phase, je change mes pensées. Deuxième phase, en changeant mes pensées, je change mes émotions. En changeant mes émotions, je change mes actions. En changeant mes actions, je change mes résultats. Mais pour changer le résultat final, ça part de la pensée. Et pour changer la pensée, je dois changer l'identité. Toutes les brunes sont toutes des connes, c'est ce que je suis et ce que je crois. Je vais changer cette pensée pour changer mon émotion et changer du coup mes actions et me marier avec une brune. That's it. Parce que si je ne le fais pas changer cette perception, imaginez juste ce à côté de quoi je fais passer sûrement mon prospect. Parce que ça se trouve que l'amour de sa vie est une brune. Et si je ne l'aide pas là-dessus, il passera à côté. Et je vous le rappelle, je tiens tellement à lui qu'il ne pourra jamais me closer sur toutes ces croyances de merde qui guident sa vie et qui font que ça soit de la merde. C'est tout. Donc j'ai pas peur de me faire rejeter. J'ai pas peur de déranger. Parce que mon job et ma mission sont plus grandes qu'un nom. Ma mission est plus grande qu'un nom. Donc je vais me battre jusqu'au bout. Et la réelle bataille à mener sur un appel, elle n'est pas avec le prospect. Mais putain de croyances qui m'empêchent d'être audacieux sur les appels et de vraiment changer l'identité d'un mec. Parce que si tu commences à écouter tes limites, tu crois que les gens vont être inspirés par toi? Tu leur dis de ne pas écouter leurs limites, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien dans tes appels? Lead by example. Le danger de ne pas prévenir les objections et de se retrouver en fin d'appel avec plusieurs de celles-ci est de tenter de les contrer en ne sachant pas réellement laquelle empêche le passage à l'action. Parce que si vous vous entêtez à régler le problème avec Janine qui est sa femme, alors que le problème c'est que lui, il n'a pas confiance en lui, je te garantis, tu perds 30 minutes pour rien. Et en plus, il n'y a pas de passage à l'action. Donc, exemple, je dois en parler à mon ami. En réalité, c'est que c'est trop cher pour le prospect. Et donc, on se trouve à tenter de convaincre la personne de prendre la décision sans consulter son mari, alors qu'il y a une peur derrière. Et sa peur, c'est que c'est trop cher. Donc, la règle des 3 C. Il doit avoir confiance en lui, il doit avoir confiance en nous, et il doit avoir confiance au produit. Donc, quand vous arrivez dans cette phase-là, c'est à savoir laquelle des 3. Pour savoir, c'est simple. Écoute, tu sais, Jean, ça fait longtemps que je fais ça. Et tu n'es pas le premier à me dire ça. Et c'est complètement OK. Et je te remercie d'être sincère avec moi-même. Parce que tu aurais pu ne pas me dire que tu voulais en parler avec ton mari. Mais tu me l'as dit. Et rien que pour ça, bravo. Cependant, tu sais, il y a 3 possibilités. Sur les 3 possibilités, c'est que, un, tu ne te lances pas parce que tu n'as pas assez de confiance sur le service
dans le fait qu'il peut vraiment atteindre X, Y, Z comme objectif. 2, tu n'as pas confiance en moi parce que j'ai peut-être pas fait mon travail comme il le fallait et j'espère que tu vas me le dire. 3, tu n'as pas confiance en tes capacités à le faire. Sur les 3, tu penses que c'est plus laquelle qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Et là, il va te le dire. Et tu ne vas pas aller vers le mauvais chemin. Right? Ok. Prévenir les objections et savoir les contrer doit donc faire partie de ton arsenal. J'ai déjà expliqué. Si tu lances une balle, tu pourrais ne pas changer sa trajectoire une fois la lancée. Il faut donc se faciliter le reste du col en éliminant les possibilités obstacles, plutôt que d'essayer de corriger sa trajectoire par la suite. Exemple de question pour les prévenir. Si elle partage de la peur, du manque de confiance en elle durant la phase de diagnostic, toujours, si nous sommes confrontés durant cet échange ensemble, Marine, à cette peur qu'on vient de traiter ensemble, qui est je me sens pas capable, à ces doutes que tu m'as partagés, que est-ce que pour toi c'est vraiment possible? Qu'est-ce que tu décideras de faire? Ben, je déciderai d'écouter la bonne voix en moi. Je déciderai de me faire confiance. Je déciderai d'y croire une bonne fois pour toutes. Ok, waouh. T'entends ce que tu me dis, Marine? Et pourquoi tu ferais ça? Bah, je le ferai parce que c'est ce que je veux. C'est qui je dois être. Et pour être cette personne, je dois décider comme ça. Marine, tu me permettras à la fin de cet appel, s'il le faut et qu'on passe par là, de te rappeler ce que tu viens de me dire là. Ah ouais, 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 ouais. Ok, comment tu le sais que tu veux ça, Marine? Ben, je le sais parce que je sais que j'ai besoin de ça pour avancer. Et là, vous êtes en train de travailler sur quoi? Right? Si elle partage un sentiment de non-urgence, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas rester là où on en est aujourd'hui? Non. Ça, c'est les questions que vous devez poser. Notez toutes ces questions tout de suite sur votre feuille. Au prochain appel, il faut absolument que vous fassiez ça. Mais ne posez pas les questions pour les poser. Posez les questions en les comprenant, pour les mettre au bon moment et en face des bonnes personnes. Si elle partage un moment de non-urgence du genre, ouais, mais c'est pas pressé. Ouais, mais en soi, moi, ma situation, ça va. Ouais, mais. Ok. Mais du coup, Marine, si tout va bien, pourquoi pas rester là où t'en es aujourd'hui? Parce que le closer qui close n'a pas peur de perdre la vente. Et donc, il va sur ces terrains. Mais pourquoi tu le ferais maintenant, Marine? Pourquoi maintenant? Si tu étais en face d'une opportunité qui te permettrait de ne plus connaître le fait que tu ne puisses pas aller chercher X, Y, Z en sortant de l'école, aller en vacances, en voyage, te sentir comme ça, et d'aller vers telle chose, vous reprenez ces objectifs. Est-ce que tu le ferais? Ouais. Comment tu le sais? Toujours dans ces phases critiques, vous posez après vos questions pourquoi ou comment tu le sais. Ça, c'est game changer. Pourquoi ou comment tu le sais? Parce qu'une décision est basée sur l'émotionnel à 90% et rationnel à du 10%. Mais pour rajouter du rationnel à 10%, il faut que la personne se justifie. Et pour ça, il faut que ça sorte de sa bouche. Donc, pourquoi? Ça la fait se justifier. Comment tu le sais? Ça la fait se justifier. Et en se faisant justifier cette chose, elle s'ancre cette nouvelle identité. Parce qu'elle ne va pas être dans une nouvelle identité juste en disant ouais, mais il faut que je fasse ça parce que je suis déter. Ben oui, t'es déter parce que je suis là pendant l'appel et je mets d'énergie. Mais quand je serai plus là, non, on va rajouter. Comment tu sais que t'es déter? Pourquoi tu veux rester déter? Et là, on ancre. On va chercher l'ancrage de ce but. Right? Ça, c'est hyper important. Parce que la vraie opportunité que vous donnez aux gens, c'est que ce soit eux qui maîtrisent la décision qu'ils prennent du début à la fin. Je prends toujours un exemple avec mes équipes de vente. Et ça fait des mois et des mois que j'utilise cette analogie. Dans les commentaires, dites-moi, en message, lorsque vous avez un œuf en face de vous
Si vous le cassez avant qu'il s'éclose de lui-même, qu'est-ce qui se passe? Je répète, s'il y a un œuf devant vous, un œuf, ok, vous voyez l'œuf? Si vous avez cet œuf et que vous le cassez de l'extérieur, qu'est-ce que devient cet œuf? Mettez-moi dans le chat. Le poussin meurt. Donc, il n'y a pas de vie. Maintenant, imaginons le même œuf, mais on ne le casse pas. On le laisse éclore de lui-même, se casser de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la vie. Donc, vous voulez laisser mourir vos prospects? Ou vous voulez les faire revivre et les faire renaître? Si on est ici, c'est qu'on a déjà la réponse. Nous, ce qu'on veut, c'est donner vie, une nouvelle saveur dans la vie de nos prospects. Et ça passe par le fait que ça vienne de l'intérieur. Et la plupart des closers ne closent pas parce qu'ils se focus sur mettre de la pression externe sur le prospect. Choisir à sa place, affirmer à sa place, dire à sa place, penser à sa place. Alors que les vrais closers qui closent et qui changent des vies permettent à leurs prospects de leur donner une pression interne. Et donc, c'est les prospects qui choisissent de changer les choses. Si elle partage, je ne prends pas de décision sur le coup. D'accord, je comprends, c'est normal, Véronique. Qu'est-ce qui te fait dire que malgré le fait que tu ne puisses pas emmener Marvin au sport, que tu ne puisses pas l'emmener en Thaïlande alors que c'est votre voyage rêvé, c'est le bon moment pour reprendre ses objectifs? Bah, c'est le bon moment parce que ça. J'ai trop enduré ça. Ok. Mais qu'on soit d'accord, en venant sur cet appel, tu as déjà pris une décision. C'était laquelle? Vouloir changer. Donc en fait, la décision, tu l'as déjà prise. Si tu es là avec moi. Ah ouais. C'est toujours un changement de perspective. Elle voit gris, je lui permets de voir blanc. Elle voit blanc, je lui permets de voir gris. C'est tout. C'est juste ça. Ouais, non, mais je peux pas parce que... Non, là, c'est trop rapide. Ok, je peux comprendre. Ça fait combien de temps que tu penses à ça? Ça fait 5 ans. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui est trop rapide? Ça fait 5 ans que tu attends cette décision. C'est la suite logique de ces 5 ans de réflexion, le fait que tu sois là avec moi. N'est-ce pas? Durant ces 5 ans, du coup, tu as pu réfléchir. Si tu en es venu à prendre cet appel, avant de le prendre, c'était quoi la finalité de ta réflexion? Fallait que je change. Donc, c'est pas une décision sur le coup. Et si c'est pas une décision sur le coup, c'est quoi? Une décision réfléchie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le fait. On y va. Toujours changer la perspective. Right? On next. Accueillir les peurs et les doutes de ton prospect. On arrive sur les derniers modules. Restez bien concentrés. La peur est une émotion naturelle qui affecte logiquement la prise de décision. Si tu n'as jamais investi 3 000 euros sur toi, tu auras peur de le faire. Si tu n'as jamais investi un pound sur toi parce que tu crois que tu vaux rien et que tu n'as pas besoin de ça, tu auras peur de le faire. Mais t'es-tu déjà demandé ce qui se cachait derrière cette peur? Peut-être ils sont là, tes résultats. Donc oui, le changement fait peur.
Mais le regret est encore plus effrayant. Beaucoup de sales perdent des ventes en minimisant leur peur, la peur des prospects. Donc, une seule chose, quand quelqu'un vous dit que ça va, creusez, parce que ça va pas. Il n'y a personne qui se pointe sur un appel, qui prend 1 heure de son temps avec vous, ou qui se pointe sur un rendez-vous où vous êtes là, alors qu'il n'a pas de problème dans sa vie. Ça n'existe pas. Vous n'allez jamais rentrer dans un restaurant alors que vous n'avez pas l'ambition de manger. Vous n'allez jamais vous pointer à un intersport alors que vous n'avez pas une idée derrière la tête d'aller faire une randonnée et de trouver des bonnes choses pour ça. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que le gars vient foutre à ce rendez-vous avec toi? Arrête de minimiser. Arrête d'écouter ces putains de limites à ton prospect. Parce que tu vas continuer d'aider personne. Et en continuant d'aider personne, tu ne t'aides pas et tu ne changes pas le monde. Et tu ne t'es pas lancé là-dedans pour ça. Je tiens à te le rappeler. Donc, 3 étapes à retenir face à une objection. 1, accueillir les peurs. C'est OK et c'est normal. Marine, c'est normal que tu aies ces peurs. On dédramatise. C'est normal, c'est OK. Viens, on souffle tous les deux. OK? Ça va aller. On est ensemble là-dessus. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés. 2, on les comprend. Quand tu me dis que tu ressens ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mets-moi dans tes baskets. Ben, il se passe ça. OK. Et quand tu me dis qu'il se passe ça, où ça t'amène de continuer à te sentir comme ça? X, Y, Z. C'est ce que tu veux? Non. Et qui a le choix de changer ça? Moi. Comment tu le sais? Parce que non. OK. Donc à partir de maintenant, Marine, tous les deux, on choisit quoi? Switch. That's it. C'est OK. Sache que si tu n'aides pas ton prospect à traverser ses peurs, tu l'aideras à vivre avec des regrets. Est-ce que c'est ton job? Je ne pense pas. Et si ça l'est, arrête le closing maintenant. C'est pas fait pour toi, mon frérot. Les gens ont besoin de toi et t'es pas au rendez-vous. Et quand toi, tu avais besoin des gens, ils étaient là pourtant. Et quand toi, tu avais besoin de te former, les formations étaient là. Et quand toi, tu avais besoin de la valeur gratuite, les gens étaient là pour t'adonner. Et quand les gens ont besoin de toi, tu mets tes limites. Tu laisses partir le prospect. Retourne dans le salariat. Tu n'as rien à faire ici. Et si c'est pas ton cas, alors continue à charbonner et arrête d'écouter tes putains de peurs. Parce que si tu continues à écouter tes peurs, demain tu te réveilleras, tu auras la même vie. Et t'es pas là pour ça. Et 24 novembre 2023, c'est qu'une seule fois. Hein. On ne le dira plus jamais. Hein. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Combien d'appels tu as eu? Combien de gens t'as prospecté? Combien de gens t'as aidé? Même pour 0 €. Combien? Et tu veux changer le monde? C'est vrai, c'est ta mission. Montre-moi ton quotidien. Montre-moi ce que tu fais. Je te dirai qui tu es. Et je te dirai clairement pourquoi tu n'as pas les résultats. Il s'agit d'être audacieux. Vraiment. C'est ce qu'on demande aux gens. D'être audacieux. Elle est où votre audace? Elle est où? Et si vous êtes là ce soir, il y a eu un premier geste audacieux dans cette journée. Et c'est ce qui fera que ce jour restera gravé. C'est que vous vous êtes connecté ici. Et ça reste une décision audacieuse. Et s'il en vient dans cette journée à devoir en faire davantage, que ce soit de choix, de décisions, d'actions audacieuses, rappelle-toi de ce moment. Est-ce que je décide de m'écouter, d'écouter mes peurs, ou je décide d'être audacieux, une bonne fois pour toutes et y aller? Parce que quand demain tu reprendras ton téléphone, quand après-demain tu auras ton prochain rendez-vous, il faudra que tu te souviennes de ça. L'état d'esprit à adopter. Les closers,
Les closers ne passent pas à autre chose tant que le travail qu'ils font n'est pas terminé. Vous n'êtes pas des preneurs de commandes, mes chers compatriotes. Vous n'êtes pas des serveurs au restaurant en train de noter sur votre petite fiche un Pepsi, un Coca et des pâtes à la bolo. C'est pas ça votre job. Votre job, c'est de savoir si une eau bien fraîche en plus lui ferait plaisir. Si après les pâtes bolognaises, un petit dessert avec 3 boules faites de la maison pourrait lui permettre de bien digérer son plat. Ça, c'est un closer. Il termine ce qu'il commence. Les closers savent ce qu'ils vendent et dans le meilleur intérêt de leurs prospects, ils ne reculeront devant rien pour pousser le prospect à prendre une décision pour son propre bien. La prochaine fois, quand vous ressortez de ce Zoom, il est intolérable que vous soyez venu sur un Zoom de Simon Corbin, que vous ayez pris ce temps et que dans le prochain rendez-vous que vous avez, la personne a des douleurs, a des problèmes, vous pouvez être la solution pour elle et vous ne le faites pas. Vous n'avez plus le droit de ça. Inquiétez-vous réellement pour vos prospects. Parce que si c'est ta mère demain qui a besoin d'aide et qui a affaire à un closer, j'espère qu'elle tombera sur un closer qui tiendra à elle et qui lui vendra son potentiel. Parce que quand c'est nos proches, on donne tout. Mais quand c'est des inconnus, qu'est-ce qu'on fait? C'est possible. Donc ne reculez devant rien. Les closers peuvent éliminer les émotions de l'équation et rester dans la vente jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Parce que le premier qui tombe dans les émotions dans l'appel a perdu. Donc ne tombe pas dans les émotions. Parce que si tu commences à avoir peur alors que tu dois aider le prospect, bah, il y a 2 mecs qui ont peur sur l'appel. Donc il n'y a pas de leader en fait. Il y a 2 personnes qui écoutent leurs limites. Donc qui guide l'autre? Leur suivi est incessant et leur éthique de travail est irréelle. Même si ça ne close pas sur l'appel, on repart proprement et on continue à garder la relation. Si tu as un bon pote, c'est pas parce qu'à un moment il peut pas venir au resto que tu vas arrêter son suivi. Tu vas lui proposer des restos. Alors pourquoi ton prospect tu le fais pas? T'en as rien à foutre, tu voulais prendre ton chèque, donc c'est pour ça. Arrête ce que tu fais. C'est la différence. Typologie de closer. Première, le closer médiocre. Je vais y réfléchir. Il va se laisser prendre par les bullshit et il va accepter les limites de son prospect. Tu veux réfléchir, Thierry? C'est ok, t'en fais pas. Prends une semaine, on se recontacte. Ok? Allez, je te souhaite une belle journée. Mais la réalité, c'est que t'as pas envie de ça. C'est juste que t'as peur. T'as peur de sa réaction si tu pousses un petit peu. T'as peur d'être un petit peu audacieux parce que t'as peur de le déranger. Mais tu fais ce job pourquoi? C'est quoi ta mission? Tu changes pas de vie là en fait. Le jour où j'ai compris que je devais devenir un closer d'excellence, c'est le jour où dans ma vie, j'étais en appel avec un gars. Dans l'appel, il me disait qu'il était à 2 doigts du burn-out. C'était un chef d'entreprise. Qu'il fallait absolument qu'il investisse son argent avec sa chambre. Et j'étais ce genre de gars encore trop timide, qui croyait encore que ce qu'on disait de lui était vrai. Simon, t'es pas capable. De toute façon, Simon, t'as raté ça. De toute façon, Simon, ceci. Et cette petite voix était encore là. Et je l'ai laissé partir. Je fais son suivi 5 mois après. Sa femme me répond. Histoire vraie. Elle est à l'hôpital avec lui. Il a fait le burn-out. Il est tombé. Imaginez juste un instant, je me serais inquiété pour lui. J'aurais juste poussé un petit peu plus. J'aurais évité tout ça à lui et sa famille. Les enfants étaient mal. La femme n'en pouvait plus. Il était à l'hôpital, il savait pas pendant combien de temps il devait. C'était un burn-out fort. Il était tombé. Il était parti dans un délire. Grosse dépression. Et je continue à faire ce suivi avec ce mec. Et sa vie a changé. Sa vie a changé parce que dépression totale. Plus de foi, plus de croyance en la vie. Si à un seul instant je m'étais bougé, si à un seul instant j'avais pas écouté mes limites, j'aurais pu aider ce mec.
Et combien de gens sont comme ça que vous avez au téléphone? Mais vous savez même pas ce qu'il devient. Si seulement tu l'avais aidé. Voilà ce que je me dis sur chaque appel. Et si c'était ma mère que j'avais au téléphone et qu'elle me disait qu'elle était à 2 doigts du burn-out? Je la laisserais? Vraiment? Je pense pas. Deuxième, le bon closer. Il traite les objections, mais de manière trop directe. Il va à la confrontation. Ouais, mais je veux réfléchir. Ah ouais, mais tu veux réfléchir sur quoi? Parce que, hé, là, tu vas gagner de l'argent en te sang avec moi. Mais, hé, t'es pas une personne timide, toi. T'es pas une personne, t'es une personne quasi. Et la personne quasi, elle y va. Alors, si tu le fais pas, t'es une personne quasi, tu crois? Non, stop. C'est un massacre, ton truc, là. Tu ne donnes aucune confiance. 3, le closer d'élite. Il accompagne le prospect. Main de fer, avec la main de fer, on va être vraiment féroce, mais dans un gant de velours, donc de manière délicate. Il accompagne les prospects à traiter lui-même ses objections en accueillant l'objection et en posant des questions. Il n'a pas peur du rejet, il embrasse les objections et ne prend rien personnellement. Right? On l'a déjà vu tout à l'heure. Quand ton prospect se braque, mets tout ton process de vente sur pause. C'est la dernière. Juste après, c'est terminé. Écoutez bien. Quand ton prospect se braque, c'est un type de fou. J'ai dû attendre 3 ans pour le comprendre. Et vous avez vu, quand je mets de la valeur sur les choses et que je pose un cadre, vous êtes 10 fois plus concentré. D'où l'importance de poser des cadres dans les appels. Juste, je vous dis, c'est la dernière, mais c'est la plus importante. Vous êtes là. La psychologie humaine. L'humain est dingue. Je vous le jure. Apprenez à vous comprendre et savoir comment vous agissez, et vous allez pouvoir aider tellement de gens. J'ai mis 3 ans à comprendre ça. Et plus de 3000 appels. Écoutez bien, quand ton prospect se braque, mets tout ton process de vente sur pause. Ton focus vient à l'instant de changer. Ton prochain objectif est de changer son état émotionnel et rien d'autre. Non mais Simon, ça part trop loin là, c'est bon. Ok, ok. Véro, c'est ok. Viens, on souffle tous les deux. Qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Dis-moi. Bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Tu te sens comment avec moi là dans l'appel, Véro? Ben, c'est dur, ça me fait bouger, ceci, cela. Ok. Est-ce que tu penses que c'est positif pour toi de passer par là, même si c'est pas facile, et tu veux qu'on continue à le faire ou on s'arrête là? On n'a pas peur de perdre. Ah, j'ai envie d'arrêter, mais il y a une voix aussi qui me dit que j'ai envie de continuer. Ok. Si on décide d'écouter la voix qui te donne envie de continuer, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle me dit que je dois continuer parce que X, Y, Z, parce que ceci, parce que cela. Ok. Pourquoi tu penses qu'elle te parle, cette voix-là? Parce que j'ai envie de ça, 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 ça. Ok. T'as l'habitude de l'écouter, celle-ci? Non, jamais. Qu'est-ce que ça pourrait changer si tu l'écoutes? Ça pourrait changer ça, ça, ça. Tu changes son état émotionnel. Ne passe surtout pas à la suite de ton process de vente si son état n'a pas changé car il ne va plus vraiment t'écouter et sûrement rester en surface pour la suite de l'appel. Donc te mentir, mode protection, on en revient. Ou bien chercher la réponse d'après pendant que tu lui parles, mode protection plus égo. Il va tout le temps te poser des questions. Il va venir avec 10 boucliers et il va plus t'écouter. Tu peux être un as en traitant des objections, mais ça ne sera pas suffisant si tu n'as pas cette subtilité à identifier et influencer un shift émotionnel chez ton prospect. Donc la chose à retenir, c'est que tu dois travailler sur l'identité de tes prospects avant. Avant tout. Pour les gens qui resteront jusqu'à la fin de ce Zoom, je vous enverrai le replay en privé. OK? Comme ça, vous l'aurez. Donc, oui, les décisions sont compliquées. Oui, les décisions ne sont pas faciles. Mais ici, on ne cherche pas à ce que ce soit plus facile. On cherche à devenir de meilleurs êtres humains. Quand tu t'es lancé dans ce process, et si tu comptes le faire, tu te lances dans ce process pour aller chercher une meilleure version de toi-même.
Et le prix à payer, il se paye en effort. Le prix à payer, il se paye en temps. Le prix à payer, il se paye en énergie tous les jours que tu vas mettre. Donc, ton rôle, c'est que déjà, pour tout changer dans tes appels, toi, quand tu dois agir, agis de la façon dont tu veux que les gens agissent avec toi. Comment veux-tu pouvoir conseiller quelqu'un à agir alors que quand toi, tu dois le faire, tu ne le fais pas? Tu sais comment ça s'appelle? De la non-congruence. Ouais, mais sinon, moi, je veux habiter à l'île Maurice pendant toute ma vie, mais je me réveille à 11 heures et en plus de ça, j'ai peur de quitter mon taf. C'est pas aligné. Ouais, mais sinon, moi, je veux pouvoir offrir la retraite à ma mère. Ouais, très bien. Tu sais combien ça coûte de gérer une personne? Je suis sur le point de le faire. Je suis à deux doigts de la mettre à la retraite. Et ça fait 7 ans que je suis là-dedans. Je l'ai même pas encore mis à la retraite. Et pourtant, ça fait 7 ans que je fais les actions. Parce qu'avant de la protéger, il faut que je me protège. Parce qu'imagine, je la protège, mais moi, je suis pas protégé. Je vais retourner dans mon quotidien et je vais plus aider personne, en fait. Donc, je dois être congruent. Si j'ai promis à ma mère que je la mettrai à la retraite, dans tous mes calls, je dois être au top. Quand je dois acheter un programme, je l'achète. Quand je dois investir sur moi, j'investis. Quand je dois aller voyager à un certain endroit parce que je sais qu'il y a un événement, j'y vais. Quand je peux aller côtoyer telle personne parce que je sais qu'il est dans ma ville à 1 heure de là, j'y vais. Quand je sais qu'on est dimanche et il y a quand même un call, je le fais. Qu'importe comment je me sens. Écouter ses sentiments, c'est pour les faibles. Parce que dans tous les cas, tes sentiments te feront défaut. Parce que oui, ça sera compliqué. Oui, tu seras fatigué. Oui, ça te mettra de la pression dans l'école quand quelqu'un te dira ouais, mais je pense que je vais pas le faire. Oui. Mais imagine que tu fais ce combat avec toi-même. À quoi ressemblera ta vie dans 5 ans? Tu pourras te remercier? Ou tu te diras putain, merde, mais il est trop tard. Donc le seul moyen que dans tes futurs rendez-vous t'aides vraiment les gens, mets-toi en priorité. Commence à t'aider vraiment. Mais vraiment. Et t'aider, c'est que tu dis, tu fais. Point barre. Tu dis, tu fais. C'est tout. Karim Benzema, il s'est fait interviewer il y a 10 ans en arrière sur un plateau. Il a dit, je vais être le meilleur joueur au monde. Je vais aller chercher le ballon d'or. Et ouais. Quand tes parents, ils ont toujours dit, je vais tout faire pour mes enfants. Et qu'ils ont toujours fait pour toi. Tout fait. Ils ont été congruents. Ils ont fait. Ils ont dit, ils ont fait. Comment de leur descendance, toi, tu peux ne pas suivre ces valeurs? Vous avez vu vos parents toute votre vie se détruire. T'as appris la leçon, c'est bon. Tu les vois, non? Tu l'as apprise la leçon quand même. C'est pas le bon chemin. Donc arrête de faire pareil, de penser pareil, de décider pareil. Agis. Dernière slide. Je vais y réfléchir. C'est complètement faux cette objection. D'accord? N'y croyez plus. Ça n'existe pas. C'est une peur. Oui, mais Simon, que fait-on des gens qui veulent y réfléchir? Ben, tu les comprends. Prépare-toi, car cette objection n'existe pas. Et au contraire, c'est toi qui l'as créée. C'est ce que je suis en train de te dire. Derrière un je veux y réfléchir, il y a une peur de s'engager ou plusieurs facteurs à découvrir. Un closer crée l'incertitude en parlant trop, en donnant trop d'informations ou encore en déclenchant lui-même de l'incertitude. Comment tu gagnes en certitude? Tu te vois faire. Parce que quand tu sais que tu fais le travail, quand tu sais que tu t'entraînes dur, pendant les moments de compétition et de match, quand tu sais qu'en amont, tu as fait le travail, tu arrives serein. Tu te souviens à l'école, aussi peu soit-il, quand tu révisais
Vraiment, t'arrivais, t'étais serein. T'étais serein. Quand tu proposes de faire un plat à des amis et que c'était pas de bolognaise et que tu l'as déjà fait 10 fois et qu'on t'a déjà dit que c'était super bon, t'arrives en mettant le plat sur la table, serein, certitude au max. Parce que quand tu fais les choses avec habitude, ça se ressent dans ton attitude. Donc, dans votre attitude, ayez l'habitude de faire les choses. Les rendez-vous, c'est pas ça l'entraînement. C'est hors vos rendez-vous de vente que vous devez vous entraîner. C'est toutes les petites choses hors rendez-vous de vente que vous devez vous entraîner. Les gens pensent que, ah, je vais prendre un autre rendez-vous et je vais m'améliorer. Mais tu te trompes. Tu crois que c'est un entraînement, le prospect qui est avec toi? Tu crois que tu dois te rentraîner sur lui? Non. Avant de reprendre un rendez-vous, tu vas t'entraîner tout seul, face au miroir, toi avec toi, en te balançant des objections et en jouant avec ça. J'ai passé des heures devant mon miroir à jouer le prospect plus le closer, le prospect plus le closer. Je me feintais moi-même, comme un taré. 7 ans après, ma mère est à ça d'être à la retraite. J'étais devant mon miroir, délirant. Ma certitude surmonte leurs doutes. Je sais que je sais faire des bolognaises. On peut me dire et me mettre au défi que je ne saurais pas le faire. J'ai l'ombre d'aucun doute. Dans la vente, ça doit être pareil. La certitude est un muscle. En l'entraînant, tu seras plus fort. Quand tu vas à la salle et que tu te muscles, tu prends du muscle. Ben, la certitude, c'est pareil. Chaque jour, tu deviens plus fort, plus certain, plus puissant. Rappelle-toi, tu ne vends pas un programme, tu vends une certitude dans le chemin. Le programme, c'est juste le véhicule. Quand tu prends l'avion pour te rendre à Marbella, ou à Dubaï, ou je ne sais où, on t'a pas vendu le trajet en avion. Parce que si on t'aurait dit qu'il y avait des secousses, qu'on t'aurait dit que la bouffe, c'était pourri à l'intérieur, que tu étais dans une boîte de conserve comme as pendant 6 heures de trajet, le billet d'avion, tu l'aurais perçu un peu cher. Mais non, parce que quand tu l'achètes, ce que tu vois, c'est les palmiers à l'île Maurice. C'est le soleil, c'est la plage. C'est juste le véhicule, l'avion. Bah, c'est pareil. Si tu veux vendre de la certitude, travaille ta certitude. Travaille si fort que tu as l'habitude dans ton attitude. Travaille si fort que les gens veulent suivre que toi. Travaille si fort que même s'ils ont 10 choix différents de programmes, c'est toi qui choisisses. Travaille si fort que dans tous les environnements où tu seras, t'es le mec avec qui on veut être, t'es la fille avec qui on veut être. Travaille si fort que tes parents, quand ils parlent de toi à tes amis ou à leurs amis, ils soient fiers de leur fils ou de leur fille. Travaille si fort que quand demain tu auras ton gosse, tu pourras l'inspirer grâce à ton histoire. Travaille si fort que lorsque tu prendras ton prochain rendez-vous après ce Zoom, tu veux être quelqu'un de plus. La solution, elle est devant le miroir tous les matins. C'est toi. Personne d'autre. Dans ton prochain rendez-vous, tu seras tout seul. Ce Zoom n'existera plus. Je n'existerai plus. Seul. Mais tu vas devoir avoir les épaules. Et si tu es resté jusqu'à la fin, je suis certain que tu es capable de les avoir. Cependant, j'espère que demain, dès la première heure, tu commenceras à t'entraîner, te lever en forme, pour offrir la meilleure journée qu'il soit à tous les gens qui vont te rencontrer. Est-ce que tu es le genre de personne dont on se souvient, même un an après de l'avoir rencontré? Si c'est pas le cas, travaille encore.
Je fais en sorte que chaque rendez-vous de vente que j'ai, si à la fin de l'année, pendant les repas de Noël, on demande à mon prospect, c'était quoi ton meilleur souvenir cette année? Il parle de l'appel avec moi. Ça, c'est du closing. C'est de faire vivre une expérience inoubliable. Il a beau aller à Disneyland, il a beau aller en Thaïlande. La première chose dont il se rappellera, c'est l'appel avec moi. Parce que l'expérience a été tellement cherchée qu'il sera même là à mon enterrement, le gars. Je suis sérieux quand je vous parle. C'est ça mon enjeu dans chaque appel. C'est pas un appel comme ça. C'est pas un rendez-vous comme ça. Je transforme des vies. Et c'est pour ça que j'ai choisi le closing. Tant que tu n'es pas dans cette perception du closing, tu n'aideras personne, ni toi, ni eux. Par contre, une fois que tu es dans cet état d'esprit, la saveur que tu auras dans tes rendez-vous,